Voilà, vous êtes bien sur TM2, c'est bien votre émission Entre nous. On en parlait déjà la semaine dernière, notre société est en perdition et face à la situation, les uns et les autres ne font que constater cette dégradation. Pourtant, tout le monde reste d'avis qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie et trouver la solution. Dans le numéro précédent, si vous étiez avec nous, nos invités nous ont permis de poser le problème. Aujourd'hui, nous nous attelons à dégager quelques pistes de solutions. Et pour la circonstance, nous avons des invités de premier choix, connus et reconnus pour les actions qu'ils posent au quotidien pour changer les mentalités. Merci, fidèles téléspectateurs de TM2. Bonsoir, bonjour. Tout dépend à quel moment vous nous recevez et dans quelle partie du monde vous nous regardez. Bonsoir, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons partir directement aux discussions. Pour commencer, dites-nous, chers invités, est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement est possible d'être changée, d'être améliorée, disons? Je vous en prie, mon aîné. Je vous en prie. Je vous en prie. Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie la chaîne 2 de nous avoir honorés par cette invitation pour parler d'un problème dont personne ne peut occulter la réalité aujourd'hui, la crise de notre société. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à me féliciter pour la qualité du second invité de ce plateau, en l'occurrence mon aîné, le docteur Sall, connu pour son amour pour ce pays, son engagement pour les fils et les filles de ce pays, qui aujourd'hui intervient dans beaucoup de domaines afin de donner à notre société toute la place qu'elle mérite. Donc s'accompagner aujourd'hui est un honneur pour moi. Quant à la crise que notre société traverse, elle est multidimensionnelle. Personne ne peut aujourd'hui l'ignorer. Elle est en face. Nous avons le devoir, l'obligation d'agir, car l'inaction n'est pas une option. Face à la détérioration de la situation, les réflexions doivent se poursuivre et les actions doivent les suivre afin d'endiguer ce naufrage programmé de notre société, car il s'agit bel et bien d'un naufrage. Si rien n'est fait, je pense que la situation va échapper à tout contrôle. Exactement. Donc, vous l'avez compris, docteur, il faut arrêter l'hémorragie, il le dit. Donc, est-ce que ça mérite ça passe par quoi? Par des réflexions ou bien il faut passer directement aux actions? Bien, je commencerai d'abord par vous remercier, vous particulièrement, au chef Fandamadi. Combien de fois vous m'appelez pour que je vienne, et c'était un honneur pour moi partagé d'avoir avec moi un imam reconnu, réputé pour son sérieux et son amour pour le pays. Bon, moi je dis, quand vous dites notre pays c'est le Mali est en Afrique de l'Ouest, et l'Afrique de l'Ouest est dans l'Afrique, et l'Afrique est dans le monde. Je pense que c'est le monde aujourd'hui qui est en crise, et si on dit que le monde est en crise, et on est au XXIe siècle, alors quels sont les enjeux et les défis du XXIe siècle? Il faut que notre pays en soit conscient d'abord. Quels sont les vrais enjeux et les défis du XXIe siècle? Vous prenez la crise du Mali. On vous dira que la crise malienne, elle est politique, elle est institutionnelle et elle est sécuritaire. Alors, si c'est une crise politique, alors comment le monde tourne aujourd'hui? Vous voyez bien que les partis politiques n'arrivent plus à gérer et à régler les problèmes du monde aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Comment le mouvement En Marche avec Macron
est arrivé au pouvoir en France et que les partis politiques traditionnels sont pratiquement inexistants aujourd'hui en France, ça veut dire que nous devons chercher de nouveaux outils ou de nouveaux partenariats pour pouvoir faire face aux enjeux et défis du millénaire, et que cet enjeu dépasse le seul enjeu des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Les jeunes sont en réseaux sociaux, en mouvements sociaux, les associations sont en ébullition. Comment endiguer tout ça, mettre tout ça ensemble pour pouvoir faire face aux problèmes, aux enjeux politiques. Si on veut régler la crise politique, il faut que tous les Maliens, quel que soit son bord politique, quel que soit son type d'association qu'il a, il faut qu'on arrive d'abord à mettre tous les Maliens ensemble, conformément à notre devise, un peuple, un but, une foi. Mais la crise, à vous entendre, elle est politique ou bien sociale? Parce que nous parlons d'abord de la crise sociale. Nous vivons un sérieux problème de société présentement. C'est une crise politique parce que si on te dit par exemple un État, c'est sa constitution. Et la constitution, c'est l'accord du peuple par le droit. Et quand, pour faire une constitution, on passe par quoi? Par un référendum. Un référendum, c'est quoi? C'est une élection. Une élection est quoi? Elle est politique. Elle est politique, ouais. Donc, vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, à la dimension sociale, environnementale de la dégradation actuelle sans transiter par le canal de la politique. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une crise politique. On dit également que c'est une crise institutionnelle. C'est-à-dire le jeu des institutions. Quel est le rôle que jouent les citoyens face à cette crise? C'est ça. Et là, vous rentrez en ce moment dans la société et vous n'allez pas confondre l'État avec la société. Parce que l'État a toujours trouvé nos sociétés en place. Vous comprenez? L'État, on dit aussi que l'État, c'est une convention par le droit. On met des institutions en place, on dit pendant 5 ans, vous allez gérer le pays, et tous les 5 ans, il y a des élections, ça change. Mais la société, elle est multiple et diverse. Vous allez, je le dis toujours, quand vous allez vers Sikasso, etc., vous avez les Miyanka, les Sénoufos, c'est des sociétés sans casse. Vous allez vers le Khasso, dans le Mandé où vous allez vers Kidal, c'est des sociétés avec casse. Alors comment gérer ces problématiques diverses pour en faire des normes nationales et sociales nationales pour faire bouger les choses. Voilà. Donc la crise, elle est d'abord politique, elle est institutionnelle. Société, État, quel rapport il faut établir? Les institutions de la République, on vous dira tout de suite qu'il y a 8 institutions constitutionnelles. Et les 8 institutions constitutionnelles, on vous dit, bon, par exemple, l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Est-ce que cela se passe comme cela se doit? On vous dira le Conseil économique, social et culturel, le Haut Conseil des collectivités doivent être des institutions créatrices de richesses. Est-ce qu'elles sont là aujourd'hui pour créer des richesses économiques, sociales, culturelles et environnementales? Si ce n'est pas le cas, comment faire pour également trouver des solutions? Quand on vous dit également que c'est une crise institutionnelle, et la place de la religion ou des religions dans notre société. C'est pourquoi on dit souvent qu'un État de droit est laïque dans 2 éléments de ces 3 éléments. Un pouvoir politique laïque, quelle que soit ta confession, tu peux être président de la République, tu peux être député. Territoire, il n'y a pas de village où il n'y a que des musulmans, ou de village où il n'y a que des chrétiens, ou de village où il n'y a que des protestants, où on interdit aux autres confessions de vivre. Mais la population, elle, n'est pas laïque parce que chacun de nous est libre d'aller dans la religion de son choix. Et c'est pourquoi souvent on dit que Dieu est laïque, malheureusement les hommes sont religieux. Exactement. Voilà. Donc vous voyez, il a bien analysé les choses, mais jusqu'à présent on n'arrive pas à comprendre. Ce que moi j'aimerais comprendre réellement, c'est est-ce que si les choses doivent être réglées, ça passe par quoi? Très bien. Je pense que, à l'opposé de mon aîné, le docteur Sall, devant la gravité de la situation, d'abord le constat est commun, nous le partageons tous, la crise de notre société. Mais il s'agit de poser le problème en termes de remède. Comment redresser notre société? C'est là où nos approches peuvent être différentes. Car le docteur Sall a focalisé son approche sur la démarche politique. Mais moi, je focaliserai mon approche
sur la reconstruction de l'institution familiale. Car la famille est le point de départ de tout. La famille est la rampe de lancement de tout. La famille est ce cercle à partir de laquelle l'on favorise l'émergence d'individus se préoccupant des valeurs citoyennes. Les valeurs sans lesquelles on ne peut prétendre à aucune construction ni politique, ni économique, ni sociale, ni culturelle, ni morale. Bref, pas de construction sociétale possible. Mais c'est notre famille qui est en crise. C'est l'institution familiale qui est malade. C'est l'institution familiale qui doit être soignée des maux dont elle souffre. C'est là où nous voyons que la responsabilité parentale est engagée. Car on ne peut parler de famille qu'en commençant par les deux parents, qui sont les représentants au départ de la construction de toute famille. Donc le débat peut-être nous permettra de dire comment la solution, comment les remèdes doivent partir à partir des deux parents, en passant par les enfants et en arrivant à la société, bref à la nation, pour créer à partir de là un véritable esprit citoyen, un véritable esprit de nation, un véritable esprit allant dans le sens de la construction d'une société moderne. Exactement. Une société moderne, est-il possible de l'avoir au Mali? Est-ce que c'est possible de changer les mentalités maliennes? Oui, parce et que comment surtout? Quand je suis entré par la porte politique, en septembre 2010 et 2017, le Mali a adopté la politique nationale de la citoyenneté et du civisme. Et dans cette politique nationale de la citoyenneté et du civisme, elle est inscrite dedans que l'effritement de notre société découle de deux phénomènes. L'effritement de l'autorité parentale et l'effritement de l'autorité de l'État. On ne peut pas séparer les deux, parce que la famille est dans l'État. Vous prenez les chefs de village, de fraction de quartier, comment ils sont désignés? Mais ils sont désignés par les chefs de famille ou leurs représentants. Et c'est après l'Assemblée à présence du représentant de l'État du maire qui a un PV qui fait que l'administration prend une décision pour les nommer avec trois fonctions importantes. Comme ils sont désignés par les représentants des familles et notifiés par une décision de l'administration, ils doivent veiller à l'application des lois et des règlements de la République. Vous prenez les lois, la première des lois, c'est quoi? C'est la Constitution. Et le titre premier de la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Les droits et devoirs de la personne humaine, avant même le citoyen. On dit les droits et devoirs de la personne humaine. Ce qui fait de notre Constitution une Constitution fondée sur la sécurité humaine. C'est-à-dire que c'est la personne humaine qui est placée au cœur de la Constitution malienne, contrairement à la Constitution française ou à la Constitution du Niger, du Sénégal, où c'est l'État et la souveraineté qui est le titre premier. Donc j'ai dit que c'est une crise politique parce qu'on n'est pas arrivé encore à faire de cela une réalité. Les droits et devoirs de la personne humaine. Même dans une famille. Mais le chef de famille n'est pas la famille. Il est le chef de la famille. Il ne décide de rien sans se référer. Vous comprenez? Vous comprenez aux membres de sa famille. Oui. Et sa famille, ce n'est pas seulement le père et la mère. Si votre fils se marie avec une fille d'une autre famille, une fois que le mariage est scellé, vous devenez, vous comprenez? Voilà la même famille. Vous constituez ensuite une communauté. En constituant une communauté, quand un enfant naît, mais où est-ce qu'on va chercher son acte de naissance? Mais c'est au niveau de la mairie qui en fait un citoyen. Moi, je ne me considère pas, je suis né à Caen, mais je ne me considère pas comme un Caïnien, je me considère comme un Malien. Partout où je suis, je peux revendiquer mes droits et mes devoirs. Mais est-ce que c'est compris? Je le dis chaque fois que quand on te dit que tu es pauvre, tu es sans savoir, sans avoir et sans pouvoir. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir en face de moi un imam. Mon association, c'est un centre de réflexion.
je mets toujours le spirituel, l'esprit avant la matière. Donc, j'estime aujourd'hui qu'il faudrait que qu'on soit conscient de ça, que le Mali a été nation avant d'être État. Ce qui n'est pas le cas des pays comme la RDC, la RCA, où on est en train de prendre des modèles pour régler notre crise de ces pays, qui ne peut pas s'appliquer au Mali. On sait ici ce que veut dire le nom de famille. Ce que c'est qu'une famille. Le prénom et le nom de famille, il apparaît de la famille. Quand tu fais des gestes, tu poses des gestes qui sont contraires aux valeurs des familles maliennes, nos normes, nos règles, etc., on te dit quoi? Il est trop tard. Quand on te dit il est trop tard, que tu as pris le prénom, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mauvais, de répréhensible. Mais quand on te dit que il est Djamunta, fauté, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as respecté les valeurs du nom. Chacun de nous est venu trouver son nom de famille. Mais le prénom on le donne le jour du baptême. Et quand vous dégagez des normes de la famille, c'est pourquoi la famille est extrêmement importante. Donc il faut qu'on y travaille. On a un ministère qui s'occupe de cela. Est-ce qu'il a les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler sur ces mécanismes non juridictionnels? Parce qu'on a pris pratiquement les systèmes français. Quand on te dit Abdoulaye Sall, Mariam Sall, etc., etc. Mais si on avait mis Sall Abdoulaye, Sall Mariam, Sall Fodé, etc., vous êtes dans une même classe, vous allez chercher d'abord, mais on est pratiquement de la même famille. Mais si c'est les prénoms qui passent avant les noms de famille, vous comprenez? On est déjà dans une situation chaotique qu'il faudrait chercher à traiter. Donc ça, c'est au niveau de l'effritement de la famille. Maintenant, quand on vous parle de l'effritement de l'État, la nation a existé avant l'État. Mais nous avons été colonisés par un pays qui est la France, dont l'État a fabriqué la nation. C'est pourquoi Michel Rocard disait que la France est une fabrique militaire. Toutes les régions de France ont été acquises par la guerre. Donc même la décentralisation ne peut pas être poussée en France, comme vous le voyez en Italie, en Allemagne. Bon, mais nous ne sommes pas encore conscients du fait que quand on vous dit que vous êtes Intala à Kida, une fois que vous venez à Gao, mais ce n'est plus l'autorité traditionnelle. Il devient comme n'importe quel citoyen là-bas. Un Traoré de Sikasso qui va à Kidal ou un Diallo de Kai qui va à Kidal, mais il n'est pas autorité traditionnelle. Mais s'ils sont dans leur terroir, ils sont des autorités traditionnelles. Vous comprenez? C'est ça la société. Mais l'État, c'est la convention par le droit. On te dit, vous êtes Kouyaté, vous êtes Diabaté, vous êtes considéré comme une famille de griots à Kita ou bien à Kangaba. Vous êtes général de l'armée. Dans cette armée, il y a un Keïta qui est caporal. Mais il doit respect au général Diabaté. Ce qui n'est pas le cas quand ils sont dans leur société, qui diffèrent d'une autre à l'autre. Mais c'est tout ça, toutes ces normes-là qu'il faudrait voir. Vous comprenez? Surtout qu'on dit que les chefs de village sont désignés selon les coutumes et les traditions de chaque localité. Comment en faire des normes, les adapter aujourd'hui? Nous salles. Exactement, toute la question est là, Imam. Donc, mais malheureusement, c'est pas comme il vient de l'expliquer. Les choses ne se passent pas comme il vient de l'expliquer. Nous sommes dans un désordre et on a l'impression que tout le monde se plaît dans ce désordre. La preuve, les répliques qu'on entend le plus souvent, c'est que c'est le Mali, donc c'est pas trop grave. Oui, ça c'est un cri de désespoir, en quelque sorte. C'est pas trop grave, ça veut dire au moins que l'on reconnaît que c'est grave. Quand quelque chose est grave, alors il va falloir l'arrêter. Quand rien n'est fait, ça ne sera plus contrôlable. Donc, si nous aimons notre pays, nous avons l'obligation de faire quelque chose pour son redressement. C'est pourquoi je joins mon initiative à celle de mon aîné, le Dr Sall, à la recherche de la solution par tous les voies et moyens possibles.
car il s'agit de redresser ces pays. Et pour le redresser, il doit être redressé dans tous ses compartiments, dans tous ses démembrements. Mais la famille doit être la rampe de lancement de cette action. Car les deux parents qui sont à l'origine de la procréation, ils doivent servir de modèle aux enfants dont ils ont la responsabilité d'élever. Les parents, par exemple, ne peuvent pas avoir comme principe de dire aux enfants ou de laisser voir aux enfants: ne faites pas surtout ce que papa fait, ou ne faites pas surtout ce que maman fait, mais faites ce que papa vous demande de faire, ou faites ce que maman vous demande de faire. Alors là, ça ne va plus. Car les enfants prennent toujours l'exemple sur les deux parents, dans toute chose. Les voir les deux parents dans l'action est plus important pour eux que leur parole. Donc la parole doit être le reflet, la continuité de leur comportement, pour mettre de l'harmonie dans la construction de la famille, dans l'éducation des enfants. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la nécessaire amélioration de nos couples dès le départ. Dès le départ. On n'a pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire que les choix du partenaire, s'agissant de l'homme, ou de la partenaire, s'agissant de la femme, doit être dicté par la complémentarité. Il faut que le couple soit complémentaire. Il faut que le couple soit capable de porter un projet commun. Il faut que le couple soit d'une même vision. Il ne faut pas que le seul critère de la beauté quant à l'homme ou de la beauté quant à la femme prennent le dessus sur les autres considérations. D'où la fragilité de beaucoup de nos mariages. Parce qu'on n'a pas tenu compte de la complémentarité, on n'a pas tenu compte de la capacité du couple à porter un projet commun. Qui doit jouer ce rôle? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui se choisissent eux-mêmes. Mais voilà le problème. Donc ça veut dire que quelque part, quelqu'un a laissé sa responsabilité. Alors vous voyez, donc c'est un travail qui commence depuis la base à la famille. Donc il faut que les parents s'imposent eux-mêmes la bonne conduite. Le moment venu, alors les choses seront plus faciles pour les enfants de les suivre. Ce n'est pas facile de se donner soi-même une liberté excessive et de vouloir restreindre celle des enfants. Vous voyez? Donc le travail de la construction familiale, de la construction sociétale, commence depuis la base de la famille. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la complémentarité du couple. Vous voyez? Si on laisse les enfants à eux-mêmes, qu'ils se choisissent entre eux, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la raison n'aura pas sa place. C'est la passion qui va prendre le dessus. Alors quand quelque chose est dicté par la passion, les conséquences sont tout à fait... Exactement. Voilà. Exactement. Donc vous voyez, on va passer à un autre aspect. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? De la base au sommet, on a l'impression que les gens travaillent dans le semblant. Tout le monde se dit, je travaille, mais il n'y a pas de résultat derrière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce stade? Bon, moi, je crois, je le dis toujours, si moi j'avais désespéré, j'aurais arrêté très longtemps. Il n'y a pas de grandes nations qui se sont construites au Mali et dans le monde sans connaître tout ce que nous sommes en train de connaître. Si vous prenez Bismarck qui a fait l'unité allemande, il disait que les grandes questions d'une époque ne peuvent être tranchées ni par des discours, ni par le vote d'une majorité, mais par le fait et par le sang. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons en Allemagne? Ça fait 4 mois qu'ils sont en négociation pour pouvoir mettre en place un gouvernement. Donc ça veut dire que nous sommes en train, nous aussi, de faire notre transition traumatique qui va s'être passée. Il faut être conscient, tenir le bac, rester toujours dans la démocratie. Vous comprenez? Nous allons sauter. Je vous ai dit qu'on est au XXIe siècle. Mais au XXe siècle,
c'était les familles qui se mariaient. Toi qui es un de mes fils, par exemple, tu ne pouvais pas aller toi-même te choisir, n'est-ce pas, une femme, mais on choisissait dans une famille, etc. Les familles se mariaient. Mais au fur et à mesure qu'on a dit, bon, on est civilisé, bon, vous prenez une demoiselle lors d'un anniversaire, vous sortez 2 ou 3 fois, vous dites, ah, il faut que ça. Ça, c'est pas le mariage. Et c'est pourquoi j'ai su le savoir, il faut qu'on explique aux enfants, les filles et les garçons, c'est que le mariage. Le mariage, c'est une vision. On ne se marie pas pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais c'est pour toute ta vie et la vie de tous tes petits-enfants. Si vous avez un enfant avec une femme, mais c'est fini. Il faut que les enfants comprennent que le mariage est une vision. Ce n'est ni un projet, ni un programme. Et j'entends souvent les enfants dire mon projet de mariage. Mais c'est grave. Vous comprenez? Mais c'est une vision parce qu'une fois que vous acceptez de faire un enfant ou des enfants avec un homme ou une femme, ça veut dire que vous avez fait le choix de vivre éternellement ensemble. Il faut que cela soit compris. Et que cela s'apprend. Cela s'apprend quoi? La personnalité de l'enfant se forme entre 0 et 6 ans. Je le dis tout le temps. C'est pourquoi les enfants rentrent à l'école à 7 ans. Pour que votre enfant de 6, de 5 ans, de 4, déjà à la maison, qu'il apprenne à dire bonjour quand il se lève, quand il mange, de dire papa merci, de ne pas taper la borne, sinon il va taper des grandes personnes dans la rue, etc. Ça s'apprend en pédagogie, en psychologie, la personnalité de l'enfant se forme. C'est pourquoi on te dit, quand tu éduques bien ton enfant de 0 à 6 ans, même s'il y a une forte peut-être parce qu'il est rentré dans la société, il y a de fortes chances de pouvoir le rattraper. On dit en Bambara, monumenté à Tétien. Exactement. Mais aujourd'hui, ce rôle n'est pas joué. Personne ne joue ce rôle-là. Oui, peu de gens jouent ce rôle. Si personne ne jouait ce rôle, la situation aurait été aujourd'hui beaucoup plus catastrophique. Alarmante, catastrophique, désespérée. Mais heureusement, une minorité continue à agir par tous les moyens possibles afin d'arrêter cette hémorragie. Car l'urgence s'impose. Aucune famille ne peut vivre dans un vase clos. Nous vivons ensemble. Aucun quartier ne peut vivre dans un vase clos. On vit avec les autres quartiers. La société, pareil. Donc l'action part toujours d'une minorité pour atteindre la grande majorité des gens. C'est pourquoi il faut toujours croire à l'action. Car l'inaction n'est pas tenable. Il faut toujours agir. Il faut toujours être imaginatif, être inventif, être créatif afin de contribuer au maximum possible au redressement de notre société. Exactement. Voilà. Exactement. Mais malheureusement, on a l'impression que personne ne veut faire ce boulot. En tout cas, peu de gens, comme vous le dites, vous les qualifiez bien, peu de gens veulent jouer ce rôle. Mais le fait qu'aujourd'hui, je mets le doigt là où ça fait mal, en évoquant l'effritement, sinon la déresponsabilisation des parents, c'est parce que les parents sont le point de départ de la construction familiale. Les parents, on n'a pas besoin de dire que les parents représentent pour les enfants leur modèle. Oui, les enfants se regardent dans les parents. Les enfants se tracent dans les parents. Oui, donc les enfants, naturellement, tirent leur fierté des parents. C'est pourquoi les parents doivent avoir le regard sur cet aspect de leur responsabilité. Ne pas le minimiser. Dire que l'enfant a l'œil sur moi. Que chacun des deux parents se le dise. Que chaque enfant a l'œil sur moi. Chaque enfant a l'oreille tendue sur moi. Les enfants nous surveillent plus que les services de renseignement. Et c'est vrai. Ils sont mieux informés de nous que l'État. Donc si nous négligeons cet aspect, il va sans dire que tout le reste du travail
va s'écrouler. Exactement. Et nous avons la chance d'avoir un plateau bien équilibré. Nous avons d'un côté la société civile et de l'autre le religieux que vous représentez ici. Et chacun dans son rôle, vous pensez aujourd'hui que l'approche la meilleure, en tout cas, passe par la religion ou bien par, comme vous essayez de nous faire comprendre, par la société. Oui, moi j'ai dit que si on dit que rien n'est fait, vous prenez la loi sur l'éducation. Mais l'éducation préscolaire, mais c'est le parent pauvre aujourd'hui. L'éducation préscolaire, c'est-à-dire les enfants de 3 à 6 ans, logiquement, pas les cases des gens, mais qui jouaient ce rôle dans nos sociétés traditionnelles. Mais c'était les grands-parents. Mais les foyers ne vivent plus avec les grands-parents. Alors qu'est-ce qu'il faut? À qui il faut confier? Vous comprenez? L'éducation préscolaire dans notre pays. Parce qu'il y a l'éducation préscolaire avant d'arriver à l'école fondamentale. Et l'éducation préscolaire dans les pays développés, quand ton enfant est en âge d'aller à l'école et qu'il constate qu'il n'est pas inscrit quelque part, mais ils vont aller le chercher, où est cet enfant? Et nous? J'ai dit que la loi est là. Il s'agit des problèmes de volonté politique, d'organisation et de structuration. L'éducation préscolaire, il faut la développer. Et j'ai dit qu'il n'y a pas d'autre rempart pour sortir, en tout cas, de la dégradation à laquelle nous vivons, que de faire appel à la société réelle, à nos coutumes, à nos traditions. Comment on protégeait les enfants dans la société. Mais c'est les noms qu'on donne à nos enfants. Quand vous donnez le nom de votre maman ou bien de votre papa à un enfant, que le papa, le maman vienne le trouver prostré quelque part, fâché, il va demander, mais qu'est-ce que vous lui avez fait cet enfant? Ah, l'enfant va dire, ah, j'ai pas eu à manger. Ah, si vous ne donnez pas à manger à un enfant, il ne fallait pas lui donner mon nom. Ça, c'est une manière de protéger l'enfant. Mais est-ce que nous avons interrogé ces mécanismes traditionnels, juridictionnels, pour en faire des normes et régler les problèmes? N'oubliez jamais, Fandamadi. Mais c'est là où je disais que tout le monde évolue un peu dans le semblant. Ça veut dire que quelque part, les gens ne jouent pas correctement. Ouais, c'est qu'on leur demande de faire. Quand vous dites tout le monde d'abord, je vous dis, quand on partait à l'indépendance, on était 4 millions. On est aujourd'hui 18 millions. 18 millions. Et quand on te dit aujourd'hui tu es devenu Bamako, au croix, il tient là. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question d'abord politique qu'il faudrait résoudre. Qu'on sache que Bamako est à la fois capitale du Mali, et à la fois circonscription administrative, et à la fois collectivité territoriale, avec 6 autres collectivités qui sont les 6 communes du district. Alors comment démêler tous cet échauffourage et savoir qui doit occuper telle place et qui doit faire ça? C'est un gros problème. Et il ne faudrait pas qu'on jauge le Mali entier à l'aune de Bamako. Parce que j'ai dit toujours que Bamako est virtuel. Vous et nous 5, nous sommes là. Si nous partons tout de suite à Kaye ou bien à Ségou, on va nous demander à chacun de nous. Et à Bamako, nous avons tous dit, ça va à Bamako. Alors que nous n'avons aucune notion de la température de Bamako. Tout ce que je peux dire, si tu es de Tomokoro, tu peux dire ça va à Tomokoro. Si tu es à Manyamboukou, tu diras ça va à Manyamboukou. Donc c'est des questions préalables qu'il faut traiter. Il faut savoir Bamako c'est quoi? Bamako c'est la capitale du Mali. Bamako c'est quoi? Bamako est une circonscription administrative, donc une région. Bamako est quoi? Bamako est une collectivité territoriale avec un maire du district, donc c'est une région collectivité. Bamako est quoi? C'est 6 communes qui n'ont aucun lien hiérarchique entre elles. Ouais. Alors, ça fait 7 collectivités. Les 6 communes, le district collectivité. Mais qui fait quoi dans ça? Avec 5 millions d'habitants. Voilà le grand problème. C'est pourquoi j'ai dit que la question est d'abord une question politique. Parce qu'aucune famille, même des familles regroupées, ne peuvent résoudre ce problème si le principe de subsidiarité n'est pas respecté. Exactement. Donc le religieux que vous êtes, j'imagine, vous allez parler autrement. Non. Vous voyez les choses autrement. Je ne vois pas, il n'y a pas de contradiction entre tout ce qui est religion et tout ce qui est savoir-vivre, tout ce qui est la bonne conduite. Vous voyez, quand on se réfère à ces hadiths du prophète, paix et salut sur lui, au tout début de sa mission prophétique, il a dit ceci: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Dieu m'a envoyé pour que je contribue au raffermissement de la conduite des hommes.
voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant l'avènement des religions, les sociétés avaient des normes, avaient des exigences, avaient des grandes lignes sur lesquelles elles se déployaient. Donc les sociétés se retrouvaient dans des grandes valeurs. Donc la mission du prophète, le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, a consisté à raffermir davantage la conduite des hommes, à améliorer la qualité de l'humanité. Car l'humanité avait une qualité, l'humanité avait une ligne de conduite, l'humanité avait des normes. Et la mission du prophète, paix et salut sur lui, est arrivée pour parachever ces grandes valeurs de l'humanité. Donc c'est là où vous voyez facilement que la religion n'est pas contradictoire à toute action visant à améliorer la qualité de l'être humain, la qualité de la vie. Bref, la religion est tout simplement le parachèvement d'un ensemble de critères reconnus par le monde entier. Okay. Vous dites raffermir un peu les... Comment vous l'appelez déjà? Améliorer. Voilà, améliorer les sociétés, les règles qui existent déjà dans la société. Voilà, mais aujourd'hui, ça veut dire que la religion ne joue pas correctement son rôle dans ce cas. Les messages que vous passez ne sont pas compris. Oui, c'est une crise multidimensionnelle. C'est une crise qui frappe tous les démembrements de notre société. Quand on dit qu'une société est en panne, cela veut dire que ça touche à toutes les branches de la société. Alors sur ce point-là, on peut mettre tout le monde en cause. Mais la question n'est pas le mal, car le mal va de pair avec la vie. La vie, partout où il y a la vie, il y a le mal, il y a le bien. Donc la question est d'endiguer le mal. Comment faire pour endiguer le mal? C'est là où l'inaction n'a pas sa place. C'est là où la réflexion doit prendre toute son importance. D'où la nécessité pour vous, pour nous, de travailler d'arrache-pied afin de contribuer à l'émergence d'une nouvelle société capable de donner une figure digne de ce pays. Exactement. Donc, à tort ou à raison, les uns et les autres pensent que, en tout cas, la solution ne viendra pas un peu des hommes et femmes qui aujourd'hui gèrent cette société. Il ne faut jamais qu'on oublie qu'on est dans une société démocratique. Et quand on parle de démocratie, elle est désirable et redoutable. Et quand on s'attaque aux questions redoutables, on pense que tout est perdu. Et la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est par le travail. Le travail. Que chacun fasse son travail. Que chacun se dise, je dois aimer mon pays. Aimer son pays, c'est aimer soi-même. Pour la simple raison que tu viens dans un berceau et tu passes dans un berceau qui est le cercueil. Donc tu viens entre les mains des hommes et des femmes, tu pars entre les mains des hommes et des femmes. Alors pour que tu puisses faire cette transition matérielle et spirituelle, il faut que tu aimes toi-même, ça veut dire se dévouer pour son pays. C'est pourquoi vous voyez la politique nationale de la citoyenneté. On a mis le civisme, je me suis battu pour qu'on mette le civisme. Parce qu'on parle souvent de modèle de citoyen. Non, c'est un citoyen modèle qu'il faut, c'est-à-dire un citoyen civique. Parce que c'est la nationalité qui fait la citoyenneté. Mais tu peux être citoyen d'un pays et être un mauvais citoyen. Mais c'est le civisme qui prouve que tu viens d'une bonne famille, bien éduquée. L'éducation, c'est d'abord dans la famille. Mais l'école, c'est un lieu d'instruction par excellence. Mais l'éducation, c'est toute ta vie. Donc, Ibena Maoubolo, Ibeta Maoubolo, Benga Djamana fait au Coran, bien refait. Parce que ni nana ikata itara ibedouti quoi. Ça c'est extrêmement important. Je pense, fondamentalement, il ne faut jamais oublier qu'on est dans une société démocratique et qu'elle est redoutable et désirable. On désire la démocratie, mais on veut refuser les contraintes
les pesanteurs de la démocratie. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est une crise démocratique. Tant qu'on ne fera pas appel aux valeurs, aux principes de la démocratie réelle, mais on ne s'en sortira pas. Au niveau politique, au niveau de la population. Il faut que les religions soient là, cohabitent de façon consensuelle, ce qui est d'ailleurs réel au Mali. Il n'y a pas de crise de religion. Vous prenez un pays pour comme la RCA. Mais toute l'armée de la RCA était composée de chrétiens. Tous les fonctionnaires étaient des chrétiens. Les musulmans n'étaient même pas recrutés dans l'armée centrafricaine. Où tu changes ton nom. Ça n'a jamais été le cas du Mali. C'est une armée nationale. Et le territoire. C'est-à-dire il faut qu'on pense que le Mali, ce n'est pas Bamako. C'est les 702 autres communes du Mali. Et que chacun à son niveau baisse sa tête et regarde sous ses pieds. Exactement. On va laisser l'imam réagir parce que nous achevons de plus en plus vers la fin de cette émission. Voilà. Imam, oui. Non, tout à l'heure, quand j'ai fait référence à cette parole du prophète, paix et salut sur lui, en disant que Allah a l'étudié pour que Adam Maltenia Djogo personne n'entend ici le nom de la prière, du jeûne du Ramadan, des mosquées, bref, toute chose qui symbolise matériellement et spirituellement pour le grand nombre des gens la religion. Là, il a mis sa mission au cœur de la construction de l'être humain. Car l'homme est au début et à la fin de tout processus. Quand au début, l'homme est préparé, quand au début, l'homme est au rendez-vous, il n'y a pas de doute qu'à l'arrivée, il sera aussi au rendez-vous. Donc tout l'effort que nous devrions faire doit être centré sur l'homme malien. Et qui parle de l'homme malien, parle de l'enfant malien. Qui parle de l'enfant malien, alors parle des parents qui sont à l'origine de la construction de la famille. Donc c'est un travail de chaîne. Et si le problème est pris ainsi, si les solutions partent de cette base, la réussite sera effective. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention particulièrement sur ces débats, sur la crise de l'institution familiale comme étant la base de la situation catastrophique générale dans laquelle notre société a plongé. Exactement. Donc, M. Sall, c'est presque la fin de cette émission, mais on va vous permettre quand même de réagir et de nous donner quand même quelques pistes de solutions pour terminer bientôt cette émission. La solution, on dit que le document de politique nationale de la citoyenneté divise, que le détritement de l'autorité parentale et de l'autorité de l'État. Il faut qu'on travaille à la réhabilitation de ces deux autorités, au niveau de la famille et au niveau de l'État, en sachant qu'on est dans un État de droit, et qui dit État de droit, dit également l'implication, la responsabilisation et l'autonomisation de tous les Maliens et de toutes les Maliennes dans la construction, n'est-ce pas, du Mali. Et quand on parle de construction, on parle de co-construction. C'est ensemble que nous allons sauver le Mali. Moi, je pense que tout est là. Hein. La conscience malienne y est favorable. On vient de voter une politique nationale de la citoyenneté et du civisme. On a le code des collectivités qui prône la libre administration des collectivités. C'est pourquoi on dit que la décentralisation malienne est une décentralisation démocratique. Parce qu'il y a des conseils élus qui doivent régler les affaires des régions et des cercles et des communes à leur niveau. Il y a la loi 023 de 2006 qui crée et administre les villages et qui confère aux chefs de village, aux familles, des attributions majeures, veiller à l'application des lois, à leur respect, contribuer à la mobilisation des ressources. Il faut qu'on crée les ressources. Les terres, les eaux sont où? Ne sont pas faites pour prendre du béton, mais sont faites pour produire et alimenter les gens et régler les conflits.
Vous comprenez? Oui. On dit que les conflits sont inhérents à l'être humain, mais ce qui est interdit, c'est l'utilisation de la violence. Exactement. Même dans un couple, il y a des conflits, mais il ne faut pas utiliser la violence. Un dernier message, Imam. Un dernier message. C'est d'appeler à la mobilisation de toutes les consciences pour travailler afin de redresser notre pays. Le redressement de notre pays passe par le redressement des familles. Donc nous ne devrions pas occulter cette réalité. Les familles sont en crise, l'institution familiale traverse une crise profonde. Donc chacun de nous doit travailler d'arrache-pied afin de trouver une solution idoine à ces problèmes. Et je crois que il y va de l'intérêt de notre pays, il y va de l'avenir de notre pays. Car l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse de notre pays. Et cette jeunesse, aujourd'hui, elle est complètement perdue. Donc voilà le point sur lequel je voudrais apporter ma contribution à cette émission. Merci bien, Imam. Merci, Dr Sall. Merci en tout cas d'avoir vu, voilà, de vous déplacer, d'être venu pour partager ce moment avec nous. Donc, vous l'avez certainement noté, l'émission est loin d'être, les débats sont loin d'être clos. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur ces thèmes. Nous en aurons l'occasion, bien entendu, s'il plaît au bon Dieu. On se donne en tout cas rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur TM2. Juste noter que nous étions aujourd'hui en compagnie de Amadou Chokari, Karim Diallo, Adama Diarra, Yacouba Nyarié, Amadou Touré, Samba Daga, Sambou Diakité. Tout le monde était mobilisé pour vous permettre de vivre cette émission dans les meilleures conditions. Au revoir et toujours restez fidèles au programme de TM2, votre deuxième chaîne de télévision nationale. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci, Imam. Merci. Merci. Félicitations. Mon aîné reste toujours frais comme